Alors, bonjour à tous. Excusez-moi un petit inconvénient technique, encore une fois, pour démarrer, les inconvénients du direct. Je ne sais pas si vous m'entendez pour le moment. Si quelqu'un peut faire un petit signal, voilà, formidable. Et voilà, je commence donc avec un petit peu de retard, excusez-moi. Donc bonjour à tous et à toutes. Au nom de l'UNAOUD, merci de participer si nombreux à ce premier webinaire en français sur le thermo l'UNAOUD. Je vais vous présenter rapidement notre société. Les webinaires va durer un petit peu moins d'une heure. Ma participation sera de 20 minutes. Puis, dans un deuxième temps, nous aurons un architecte qui fera son retour de cas sur son projet Casa A, nominé par HDaily, dans environ 20 minutes. Je commence maintenant. Je suis donc, par me présenter, je suis Sébastien Chenot. Je suis ingénieur du bois de formation. Je travaille pour l'UNAOUD depuis un petit peu plus de 6 ans en tant que responsable de marché pour la France, le Benelux et l'Afrique du Nord. Sinon, je travaille depuis à peu près 20 ans dans le commerce et la transformation des bois du Nord. Donc, nous allons vous présenter l'UNAOUD, les produits que nous produisons et les arguments qui font du thermowood un matériau intéressant et de plus en plus sollicité pour la construction en général. Ensuite, je vais vous présenter quelques réalisations, quelques cas intéressants où le thermowood a été utilisé. Et puis, comme je vous l'ai dit, je passerai la parole à M. Roméo Ribeiro, qui présentera son retour de cas sur le projet Casa A. N'hésitez pas à échanger avec nous sur le chat pendant ce webinaire. Nous essaierons de vous répondre au mieux. Pour commencer, donc, excusez-moi, page suivante, et voilà. Donc, nous sommes chez l'UNAOUD, nous avons une vision et une mission. Nous avons la forêt, en tant que société finlandaise, nous souhaitons en faire profiter au plus grand nombre de la forêt et de l'effet apaisant de la nature. Chacun de nos produits est un produit authentique de la forêt nordique et résultat de nombreuses années d'attention et de développement durable. Notre vision est d'être précurseur dans les solutions de bois massif en revêtement décoratif intérieur et extérieur, en bois naturel et biosourcé. Et notre mission est de partager avec cette conception de la nature avec les citadins et de s'engager pour la construction et l'architecture éco-responsable. Donc l'UNAOUD est présent sur tout le globe et est une société finlandaise. Nous exportons 95% de notre production en dehors de la Finlande, avec un marché principal qui est l'Europe. Mais nous exportons également nos produits dans toutes les destinations les plus lointaines, les États-Unis, le Brésil, l'Uruguay, en Afrique du Sud, au Kenya, au Maroc, en Arabie Saoudite, en Inde, en Chine, en Corée du Sud, au Japon, Nouvelle-Zélande et Australie, entre autres. Avec 170 000 m3 de capacité, nous sommes à l'heure actuelle le plus gros acteur de modification thermique des bois en Europe et également au monde. Et donc nous exportons dans plus de 60 pays. Un petit mot pour commencer sur ce qui fait notre valeur et ce qui fait notre culture également, c'est l'origine des bois que nous utilisons, c'est donc la forêt finlandaise et quelques petites informations qui sont intéressantes à retenir. D'abord, la qualité des bois que nous utilisons, c'est une qualité des bois du Nord. Vous voyez à droite une forêt finlandaise typique avec des fûts réguliers, très droits, sur un sol relativement plat, donc des bois symétriques avec des petites branches et donc des petits nœuds. C'est donc l'essence même de notre, c'est le début de notre activité, c'est la qualité des bois du Nord. Mais également au niveau de cette forêt, il est intéressant de connaître ce qu'il y a derrière ça, c'est que la Finlande est avant tout un pays couvert à plus de 75% de forêt. C'est le pays le plus boisé d'Europe.
C'est le résultat aussi d'une loi adoptée en 1886, la Finnish Forest Act, donc la loi forestière, l'une des plus anciennes lois forestières du monde, qui a été instaurée et votée pour empêcher la culture sur brûlis qui avait lieu à l'époque et pour transférer un petit peu une agriculture pauvre vers une sylviculture et donc une meilleure utilisation des sols d'un point de vue économique. Chaque année, depuis plusieurs décennies maintenant, la forêt finlandaise croît. Le stock de bois sur pied augmente d'environ 20 millions de mètres cubes par an, 20 millions de mètres cubes de bois par an sur pied. Il en tombe ou on en coupe 80 millions environ et il en pousse environ 100 millions. C'est d'où le delta des 20 millions de mètres cubes de bois supplémentaires chaque année. Et cette croissance est permanente et continuera du fait de cette loi. Elle est croissante. Cette croissance depuis un demi-siècle est d'environ les 2/3. Donc le stock de bois sur pied s'est accru d'environ les 2/3 depuis 1960, ce qui est assez considérable. Au niveau des semis, pour chaque arbre abattu, 4 semis seront plantés en forêt. Donc c'est environ 150 millions de plants chaque année. Et les semis proviennent bien sûr tous des essences locales. Elles respectent donc la biodiversité environnante d'origine. Les forêts sont principalement détenues par des particuliers. C'est important à savoir. Chaque famille finlandaise, chaque Finlandais, c'est important aussi à savoir pour nous qui ne sommes pas finlandais, chaque Finlandais possède ou connaît quelqu'un dans sa famille proche qui possède une petite part de forêt. Ce qui explique que la forêt est pour eux non seulement un patrimoine économique, mais aussi un patrimoine culturel et historique. 90% de la forêt exploitée en Finlande est éco-certifiée. Et en ce qui nous concerne, nous, chez l'UNAOUD, qu'en faisons-nous maintenant que nous sommes un petit peu rassurés sur la pérennité de la forêt finlandaise? Quel est notre impact sur l'environnement, l'environnement? 4 chiffres pour résumer. 100% de notre bois provient de cette forêt finlandaise et provient de fournisseurs certifiés. Notre processus de fabrication n'utilise à aucun moment aucun produit chimique. Et bien sûr, le produit final exclut tout produit chimique et biocide. Donc, le produit final que vous voyez à droite est 100% naturel et recyclable. Notre empreinte carbone est affichée ici entre la coupe des bois en forêt jusqu'au départ de notre usine et de 117 kg d'équivalent de CO2 par mètre cube de bois, ce qui en fait un des matériaux de construction les plus faibles en empreinte carbone. Lorsque le thermowood est utilisé dans la construction, ça joue le rôle d'un puits de carbone. Et nous fixons, lorsque nous mettons du thermowood dans une construction, nous fixons 5 fois plus de carbone que ce qu'il a été utilisé pour le produire. Sans entrer trop dans le détail, le process de modification thermique thermowood est un process déposé qui suit des courbes de montée en température stricte, ce que vous voyez ici. La phase intéressante de la modification thermique se déroule dans la phase 2, c'est-à-dire au sommet de cette courbe, au plus haut des températures, au cours de laquelle la modification thermique du bois se réalise véritablement. Tous les nutriments sont gazéifiés, toutes les résines sont gazéifiées, ces gaz sont recyclés et rebrûlés dans le processus de chauffe. Et simultanément, la structure de la cellule du bois, la lignine du bois, est légèrement pétrifiée, on va dire, ce qui permet au bois, au final, de rester bien plus stable et de réduire la reprise d'humidité du bois, qui est une éponge en théorie, et qui l'est moins maintenant, la reprise d'humidité du bois de l'air par la suite. Il devient donc beaucoup plus stable et durable à cœur du fait de la destruction des nutriments. Au final, les qualités du produit thermowood, d'outre donc cette stabilité dimensionnelle qui est sans doute la qualité principale du produit,
Les éléments plats, les bardages plats resteront plats, les éléments droits, les tasseaux, les clairvoies, les faux clairvoies resteront droits et alignés, sans problème de parallélisme, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le produit est sain, comme je l'ai dit, aucun produit chimique, mais également aucune résine et aucun COV, donc les composés organiques volatiles, résultant dans le bois, puisque tous les composés qui devaient être émis lors de la vie du produit ont déjà été extraits lors de la chauffe du bois et donc recyclés. Et donc, il y a donc 20 fois moins de dégagement de COV dans un produit thermowood que le même produit non modifié. Si l'on considère que le bois peut vieillir naturellement et donc en extérieur risque de griser, ce qui est le cas forcément des thermowood comme dans tous les bois, le thermowood, lui, ne demande après utilisation plus aucun entretien puisqu'il restera intact au long de la vie du bâtiment. Voilà pour les qualités principales. Une petite page sur une question que nous pose de plus en plus fréquemment suite à la complexification de l'approvisionnement du mélèze de Sibérie. Est-ce que la solution thermowood peut être utilisée en remplacement du mélèze quand celui-ci vient à manquer? Alors, dans les faits, oui. L'aspect est relativement proche. La couleur du thermowood est un petit peu plus sombre, un petit peu plus brune au démarrage, mais les deux produits griseront de la même manière. Le thermowood est, lui, quand même beaucoup plus léger, mais il est également plus durable d'une classe en extérieur. Il est beaucoup plus stable et il est complètement exempt de résine, alors que le mélèze est plutôt chargé en résine. L'un comme l'autre sont sans produits chimiques. L'autre différence provient bien sûr de la zone d'approvisionnement et de la méthode d'approvisionnement du thermowood par rapport au mélèze. Par conséquent, quelles sont les utilisations principales du thermowood? L'utilisation principale est évidemment les applications en extérieur, en façade, en bardage, en claire-voie, comme vous voyez à gauche. Du fait de la stabilité dimensionnelle et du critère de durabilité à cœur et sans produits chimiques. Une deuxième application est l'utilisation en intérieur, avec éventuellement une possibilité d'utiliser les mêmes produits en extérieur puis en intérieur, puisque en intérieur, l'atmosphère est assainie par le thermowood, les résines sont détruites, encore une fois, les dégagements de COV sont faibles. Troisième utilisation, c'est pour les aménagements extérieurs, principalement la terrasse, mais également les carports, les pergolas, les tiny houses, les mobil-homes. Et enfin, en applications industrielles diverses et variées, comme ces bancs ici en extérieur, ou des volets, ou certaines fenêtres de toit dont la marque est bien connue, qui utilisent également le thermowood du fait de leur stabilité. Je passe maintenant à des exemples de projets qui ont été réalisés en thermowood. Celui-ci date de 2014. C'est un hôtel 7 étoiles en Turquie qui a été réalisé. C'est notre second plus gros chantier en thermowood avec 27 000 m² de surface de claire-voie. Les claire-voies donc sont restés droits au fil des années. Les coupes d'onglets dans les angles des structures que vous voyez ici sont restées intactes au cours des années. Pour la petite histoire, notre plus gros chantier concerne un Center Park en Allemagne, pour lequel nous avons fourni la totalité des bois qui ont été utilisés pour réaliser à peu près 150 000 m² de surface de bardage pour ce Center Park. Un autre projet intéressant, c'est un bâtiment à multi-étages en Roumanie. Pour un projet écologique d'appartement pour des jeunes adultes, l'exigence du propriétaire était d'utiliser au maximum des produits éco-responsables et de diminuer l'empreinte carbone du bâtiment. Et il a choisi pour cela le thermowood sur des bardages verticales.
en utilisation verticale. Un autre projet intéressant qui a été nominé par Archideli en 2021, c'est ce superbe chai en République tchèque, où les profils thermo-hautes ont aussi bien été utilisés en vertical sur le bâtiment que vous voyez un petit peu sur votre gauche, qu'en horizontal, on le devine sur la photo, sur la terrasse qui se prolonge après une vague sur cette jetée par-dessus la verrière. Il est intéressant aussi de savoir que sur ce projet, l'architecte a tenu à garder le même rythme entre les poteaux verticaux en béton que vous voyez ici, les mêmes distances entre les poteaux que sont les distances entre les lignes de vigne. Et donc, la vue sur la terrasse qui monte en vague sur cette jetée, vous voyez les terrasses qui ont commencé à griser et ce qui amène sur cette jetée qui surplombe le domaine viticole. Ici, un autre projet, également nominé par Architecture Master Prize, dans la catégorie maison familiale de villégiature. En Espagne, je ne me souviens plus très bien où, mais en bordure de Méditerranée, où le climat est chaud et humide, un petit peu comme dans le sud de la France ou au Maroc. Un projet assez remarquable d'un nouveau bâtiment de l'université de Turku en Finlande, pour créer ce pavillon, 7000 tasseaux de bois de thermo-wood ont été utilisés et ont été usinés en courbe avec 1000 pièces différentes, 1000 profils différents pour créer cette espèce de grand pavillon. Il faut savoir que sur cette exigence-là, les tolérances en longueur et en positionnement des pièces étaient de 2 mm maximum. Et lorsque vous franchissez cette verrière d'entrée, comme que vous voyez au milieu, vous accédez à l'intérieur, où les mêmes profils ont été utilisés pour concevoir ces deux façades intérieures sur plus de 8 niveaux de hauteur, toujours avec les mêmes profils thermo-wood, qui donnent un petit peu de chaleur à ce bâtiment où l'arête centrale est ici occupée par un escalier en béton brut et les verrières sont composées de verre et de métal, ce qui permet donc de combiner ces trois éléments dans un intérieur bien original, mais également de descendre l'empreinte carbone du bâtiment en utilisant les produits thermo qui sont biosourcés. De plus petits projets, à dimension humaine, on va dire, où sont utilisés aussi dans des climats aussi différents que le Brésil à gauche et la Finlande à droite, ont été utilisés notre profil Luna Triple faux clairvoie. Donc c'est un faux clairvoie, c'est un simple bardage en 3D, aussi bien en utilisation horizontale, en faux plafond, sous-plafond, des bords de toiture, que en vertical, en façade extérieure ou en agencement intérieur, avec des continuités de surface entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur du bâtiment. Ce profil, le profil Luna Triple, a été nominé produit de l'année, produit éco-responsable 2021, sauf erreur, 2021, c'est ça, par Architecture Master Prize. Ici, un projet assez original en Afrique du Sud, celui-ci, pour un complexe commercial où ont été utilisées toute l'étendue de la gamme de tasseaux thermo-wood multi-largeur, multi-épaisseur pour composer, encore une fois, aussi bien en extérieur qu'en intérieur, des surfaces de composition multi-épaisseur, donc un petit peu en touche de piano, comme on le voit un peu mieux sur la cage d'escalier, pour donner une impression de relief. Ce projet d'école primaire en Hollande
a été composé avec des profils rabotés simples, des montants rabotés simples, mais avec une finition prégrisée par saturateur qui a été apposée par le devant d'une surface miroir, ce qui permet d'avoir un reflet dans le bâtiment au travers du claustrat, au travers de la claire-voie, et ce qui permet aussi à ce reflet d'évoluer au fur et à mesure du déplacement du passant devant le bâtiment. Il est évident que dans ce type de configuration, la rectitude des éléments bois est importante, et tout voilage des éléments de bois aurait une conséquence assez dommageable pour l'aspect du bâtiment. Un autre projet, celui-ci également en bord de mer, en Corée du Sud, celui-ci, où le thermowood a été utilisé dans toutes les surfaces extérieures du bâtiment, aussi bien sur la terrasse à l'étage que sur la façade devant vous, en bardage, et que sur la toiture. Et en fait, ces éléments de bardage multilargeur sont les mêmes utilisés aussi bien pour la façade devant vous que sur la toiture, avec le même rythme et la continuité des profils entre la façade et la toiture. Vous voyez ici un exemple de grisaillement du bois naturel, relativement harmonieux au bout de quelques années. Un autre bâtiment en bord de mer en Espagne, avec 56 appartements haut de gamme, où la composition, la partie bois permet de donner un rythme par rapport à la partie non bois. Ont été utilisés ici les claire-voies aussi bien en vertical dans les éléments supérieurs qu'en horizontal au rez-de-chaussée, ainsi que des bardages, et sur la pergola à gauche, des madriers thermowood également. Un autre exemple d'utilisation de tasseaux et de carrelets en thermowood, aussi bien en horizontal qu'en vertical, en façade extérieure. Celui-ci était également en Espagne. Et voici maintenant le fameux projet Casa A, lauréat du concours de Building of the Year 2020 chez Archdaily, pour lequel Roméo Ribeiro, son architecte, va vous présenter le retour de cas. Enfin, bien sûr, vous pouvez nous contacter, vous pouvez trouver tous les objets BIM et les objets 3D pour Archicad, etc. sur notre site lunawood.com et nous retrouver sur tous les réseaux. Je vais maintenant passer la main à Roméo. Je vais essayer au moins. Roméo, est-ce que vous êtes là? Bastien? Oui. Super. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci. Avant tout, j'aimerais bien vous dire que pour moi, c'est un plaisir de faire cette présentation en français. J'ai vécu mes premiers ans en France et c'est un grand plaisir de pouvoir le faire. C'est ma première fois. Avant tout, j'aimerais bien remercier Lunawood pour aider les architectes à explorer des possibilités conceptuelles, sans oublier l'importance que la matérialité a sur le processus de construction dans la recherche d'un nouveau chapitre écologique. Je peux vous dire aussi que j'ai eu le plaisir de visiter l'entreprise en juin dans un meeting international d'architectes et je peux vous dire que c'est une entreprise avec une éthique professionnelle incroyable et des personnes merveilleuses. Alors là, je vais commencer ma présentation. On va vous présenter la Casa, une maison au nord du Portugal, dans la ville historique de Guimarães.
Et avant de vous parler de la façade Lunawood Thermawood, pour mieux vous expliquer cette choix, je vais vous parler de la stratégie et concept de ce projet. La parcelle de terrain, dans une zone périphérique de Guimarães, nous a présenté quelques défis. Quand le client nous a invités pour faire le projet, il nous a demandé deux choses. Cacher au maximum les activités de la maison pour les voisins, parce que nous sommes sur une zone dense d'habitation, comme vous pouvez voir, et une maison qui permet des larges cycles de maintenance, parce que le propriétaire est une personne très occupée avec son business, et c'était une préoccupation qu'il avait. Et je vais vous expliquer aussi comment le plan urbain de cette zone a été conçu. Alors, le rez-de-chaussée avait un volume parallèle à la route et le premier étage était perpendiculaire à la route. C'est une situation qui nous origine seulement 3 entrées de lumière solaire. Et on a encore un dénivelé que vous pouvez voir en rouge sur la côte supérieure de cette zone qui est obligé, que c'est un problème qu'on a eu aussi dans notre parcelle de terrain. Alors, là, on a notre parcelle avec ce qui, on pensait que c'était le volume d'occupation. Et sur le premier moment, on s'est aperçu qu'on devrait penser sur un autre chemin, hors norme des parcelles voisines. Notre parcelle, la dernière, avait un dénivelé en 2 côtés, ce qui nous permettrait seulement 2 points d'entrée de lumière solaire. À cause de cette condition, on propose de changer la règle sur la mairie de Guimarães pour permettre plus d'exposition solaire en toutes les directions. Là, j'ai un petit problème. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, pas de problème, c'est bon. Voilà. L'idée a été simplement tourner le périmètre du volume supérieur, qui restera sur sa position. Avec ce mouvement imaginaire, on garant ce qu'on voulait. Tous les espaces des 2 étages pourront recevoir la lumière solaire. Le concept stratégique qu'on a adopté gravite autour de 2 relations d'utilisation distinctes, à travers de l'utilisation de vide ou patio, soit exogène ou endogène, correspondant au type de programme qu'il délimite, social ou privé, bien comme les relations que les utilisateurs auront avec l'extérieur. Ce geste géométrique que je vous ai parlé nous a défini un nouveau mur de soutènement qui origine ces vides patio exogènes associés à la zone sociale. Le premier vide patio nord, le deuxième vide patio exogène est et encore la piscine comme un vide sur l'alignement du mur de soutènement. Pour le volume supérieur, on a défini un monolithe avec les patios qu'on appelle de endogènes relationnés avec les zones privées. On va avoir un premier vide patio qui sert les chambres et un petit bureau. On va avoir un deuxième vide qui sert seulement le bureau et un troisième vide qui va servir la suite master. Je dois vous dire que les vides endogènes sont relationnés avec les zones privées. Là, la première maquette qu'on a faite pour ce projet. Et cette maquette représente parfaitement notre idée. Un monolithe comme un nid qui se pose sur les murs de soutènement. Ce volume nous a suggéré un revêtement de façade organique
hétérogène, léger, en opposition de l'expression brutale du mur soutènement en béton. En ce moment, on a décidé qu'on allait faire un revêtement en bois pour renforcer cette idée de nid. Avec cette image, vous pouvez bien voir cette idée d'un volume qui pose sur les murs de soutènement. Là, le plan du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée se développe dans cette projection imaginaire entre la projection du volume supérieur et le mur soutènement, un espace transparent, perméable et continu. Ça nous permettrait l'interaction dans toute la zone sociale, intérieure et extérieure. Les vides au patio amplifient les relations intérieures-extérieures, bien comme la lumière solaire dans les différents cycles d'occupation. Maintenant, je vous commence à montrer les éléments. C'est un jeu de vide sur ce projet. Ça, c'est le vide endogène est. Celui-là, on recherche la sensation de tension entre le mur de soutènement et le volume supérieur, ce qui origine un jardin d'hiver avec une lumière, comme vous pouvez voir, très contrôlée. Là, c'est le patio nord, un patio frais associé à la cuisine qui nous permet encore de la lumière à la fin du jour pour qu'il prépare le dîner, une lumière très agréable fin de jour. Là, c'est notre recherche pour des connexions sensorielles, la texture des matériaux dans un espace restreint et confiné. Là, je vous présente le plan du premier étage, un plan beaucoup exposé aux voisins, mais à cause de ça, c'est un volume complètement fermé, et avec les patios endogènes associés à la zone privée. Le premier patio qui sert les chambres et le bureau, un deuxième vide qui sert la suite master et un troisième vide qui sert le bureau. Ici, je vous montre les coupes seulement pour vous expliquer que pour nous, c'était très important d'explorer les dynamiques intérieures, résultat de sa occupation et de l'interaction verticale pour diluer la sensation d'isolement. En chaque espace de la zone privée, on a la possibilité d'établir une connexion visuelle avec les zones sociales. Je commence à vous montrer le vide est avec la relation avec la suite master. Le vide du bureau avec une relation directe dans l'entrée de la maison. Le vide nord, le patio nord, avec une relation supérieure pour la côte supérieure du terrain. Et par fin, le grand patio des chambres qui a une relation directe avec la zone sociale. Là, avec ces images, vous pouvez voir ce que je parlais, ces relations qu'on parlait. À gauche, la photo du patio des chambres et du bureau, où on a cette connexion avec la zone sociale. Et à droite, la photo à part de la zone sociale, la communication que peut avoir avec la zone privée. Là, je vous montre tous les vides, les patios endogènes. Celui-là, c'est le vide de la suite master qui nous permet la ventilation directe, nous permet cette lumière indirecte, agréable. Là à gauche, on peut voir le vide de la suite master sur le patio exogène est. Et à droite, un sort de vide sur la salle de bain qui sert les deux autres chambres.
Et par fin, le patio du bureau avec la relation avec l'entrée de la maison. Maintenant, je vais vous parler un petit peu sur le processus de la construction. On pense toujours qu'un exercice d'architecture recherche l'harmonie entre système constructif et le langage architectural. Et pendant le processus de projet, on s'est confronté avec une série de dualités qui se répètent dans divers aspects de la maison. La dualité constructive, la dualité du programme, la dualité des matériaux. Et sur le système constructif, quand on parle de dualité, le rez-de-chaussée a une structure en béton armé massif et dérivé pour l'étage par une structure conventionnelle, portiquée, une dalle allégée et bloc thermique. Et là, on a préféré l'isolation par l'extérieur, comme vous pouvez voir sur cette photo, pour aussi couvrir la structure métallique, des profils en Z appliqués à 45 degrés sur le sens contraire de revêtement en bois. Et ça, c'est une chose, c'est un détail que vous allez comprendre sur les prochains slides. Cette question des profils appliqués à 45 degrés au sens contraire du revêtement en bois. Là, en ce moment, on voit le début de l'application du thermowood. Et on a eu l'option de faire une peinture en noir pour éviter les ombres et occulter aussi la structure métallique. Là, le revêtement en LunaWood Thermowood est complet, en son état original. Et ce que je voulais dire de ça, c'est que quand on cherchait un revêtement en bois, on ne cherchait pas seulement la durabilité. On voulait des planches de bois avec longueur totale pour renforcer l'idée de monolithe. On ne voulait pas qu'il se ressemble à un parquet. On voulait créer une illusion, un nid qui pose, comme je vous avais dit, sur les murs de béton. Là, autre part de la maison, on peut voir encore le garage qui n'est pas encore couvert avec la terre et un jardin. Dans ces images, on peut voir que ce qu'on pensait qu'on pouvait avoir, une richesse de tons, un matériau hétérogène, on commence à voir ça. Et on commence à voir aussi que les vissages, comme on voulait, pouvaient faire part de la composition plastique de la façade. Vous allez comprendre ça très bien dans les prochains slides. Là, dans cette séquence d'images prise sur le même jour, on peut voir la mutabilité du thermowood, très fibré, qui permet les belles échelles de gris, dépendant du soleil. Comme vous pouvez voir, c'est incroyable comme sur le même jour, on a cette mutabilité chromatique et aussi, vous commencez à comprendre la question que je vous avais dit de la structure métallique au sens opposé du revêtement en bois pour assumer les vissages. En ce moment-là, on a confirmé nos attentes qui concernent la richesse des tons avec l'expression naturelle du thermowood et la composition plastique que les vissages nous permettent. Je peux vous dire que cette photo a été prise avec peut-être 8 mois après l'application. Encore celle-là, il faut bien vous dire, pas m'oublier, la première fois qu'on a pris une pièce de thermowood, on a compris qu'elle est tellement fibrée qu'elle nous permettrait cet effet-là. Cette mutation chromatique qu'on cherchait et qui change
pendant la lumière solaire ou artificielle. Ici, dans cette photo, on peut voir un petit peu plus l'impact de la structure métallique qui nous donne l'alignement parfait des visages et sa expression plastique. Là, autrefois, l'impact de la structure métallique au sens contraire des planches de thermowood. Et comme je vous avais dit, je vous avais dit que la thermowood est un bois très fibré et on a eu cette petite surprise là. On s'est aperçu que si la lumière vient de bas, elle récupère son ton jaune. Alors les fibres, normalement, qui ne sont pas illuminées par la lumière solaire, conservent encore son ton jaune. Et ça, c'est une question qu'on n'avait pas réalisée, on ne savait même pas, on n'avait pas prévu, et on a seulement réalisé ça quand on a allumé les lumières pour la première fois. Là, la même chose, le cycle de la nuit. Ici, une lumière un peu plus horizontale, mais quand même le donne un ton un peu plus jaune. Et on a voulu aussi que ces vides patio, ces vides exogènes, qui cherchent la lumière pendant le jour, pour discrètement, pendant le soleil se pose, la lumière artificielle se propage sur ce monolithe. Comme vous pouvez voir, différence d'illumination sur les vides exogènes au rez-de-chaussée et les vides endogènes sur l'étage. Maintenant, on vous montre une photo actuelle, 4 années après l'installation. La mutation chromatique continue, le critère de visage est là, l'expression solaire et bien sûr sa stabilité dimensionnelle. On peut voir aussi que c'est normal que les clients s'approprient de la maison, c'est normal, avec ces petits arbres, avec l'obsession de cacher l'activité intérieure. Mais c'est une chose normale dans l'architecture, il faut l'accepter. Et par fin, merci beaucoup. J'espère que je vous ai aidé à comprendre notre choix pour Lunawood. Et ça a été un grand plaisir. Merci Sébastien. Merci Roméo. C'est vraiment sympa de voir une réalisation telle que celle-ci. Et elle mérite bien le prix que vous avez reçu. Merci d'avoir participé d'avoir bien voulu participer à ce premier webinaire en français. J'espère que tous nous avons apporté quelques éclaircissements, quelques réponses aux questions que vous auriez pu avoir. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Sur le site internet, vous trouvez tous nos emails pour échanger avec nous. Merci encore Roméo, merci à tous. Et j'espère à très bientôt pour des nouvelles aventures et des nouveaux projets. Au revoir à tous. À bientôt. Merci.